Bienvenue dans Upload, un espace de réflexion où scientifiques, chercheurs, associations, entrepreneurs, juristes et décideurs viennent partager leur vision du futur. Un futur en train d'être façonné par l'intelligence artificielle et nos choix collectifs. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Serré, directrice exécutive de Everyone AI, une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention des risques liés à l'IA pour les plus jeunes. Dans Upload, l'invité choisit une image qui dit une ou des visions du futur qu'il envisage, une manière de nous dire, avant même de parler, comment il imagine demain. Et en fait, c'est donc deux images qui fait voir les deux possibles de l'IA. Alors d'un côté, un IA où on ne l'utilise pas forcément au bénéfice de l'utilisateur, où c'est plutôt quelque chose qui l'enferme, qui discute avec lui, peut-être qui s'attache émotionnellement, en tout cas qui va lui donner du lien social, enfin qui va faire croire que c'est social, donc ce jeune ne va pas forcément avoir envie d'aller vers les autres. Donc c'est pas forcément une IA bénéfique, en tout cas pour moi, et alors que l'IA, si aujourd'hui on décide de bien l'utiliser et qu'on met les bonnes barrières de sécurité et qu'on l'entraîne vraiment pour qu'il soit au bénéfice de la prochaine génération, bah c'est tout à fait un futur aussi beaucoup plus joyeux, où l'IA ne vient pas interférer entre les humains, mais au contraire, pourquoi pas faire du lien. Là, voilà, ces jeunes, ils sont en train de créer avec l'IA, ils sont en train d'en discuter, et ils sont ensemble. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de message, aujourd'hui, on est dans un moment vraiment clé, où c'est pas trop tard pour mettre l'IA au bénéfice de la future génération, des jeunes. Et donc, c'est maintenant qu'il faut décider qu'il faut le faire. C'est quoi les dangers ? Parce qu'apparemment, ça révèle un danger d'après vous. Tout à fait. Il y a des dangers. On ne va pas tous les couvrir. En tout cas, chez Everyone AI, donc on est non-profit, et notre focus, c'est vraiment de s'inquiéter ou de regarder l'IA pour les 0-25 ans. Alors pourquoi 0-25 ans ? C'est que le cerveau se développe entre 0 et 25 ans. On a une approche vraiment très neuroscientifique. Et en fait, pendant cette phase, il faut savoir que le cerveau se développe et passe par des phases de développement. Et c'est super important de ne pas rater ces phases, en fait. Parce que pendant ces phases, on est vraiment câblé pour apprendre des compétences de manière très, très rapide, de manière optimum. Et en fait, en dehors de sa phase de développement, on a un risque de bien moins apprendre. Un exemple hyper facile. Moi, quand je parle en anglais, j'ai un accent français hyper fort. Et parce que j'ai appris l'anglais après 8 ans. Donc j'ai un peu raté la phase de développement où c'était super facile d'apprendre une langue avec un bon accent. Mes enfants, ils ont grandi aux États-Unis, ils ont un accent parfait et ils se moquent de moi parce qu'ils trouvent que c'est super facile et ne comprennent pas pourquoi j'ai un accent pourri. Bon voilà, parce qu'eux, ils ont appris avant 8 ans. Donc là, c'est un exemple hyper simple pour comprendre ces phases de développement. Mais là, ce qui pourrait risquer, en fait, dans ce cas, c'est que, par exemple, dans l'adolescence, on passe par des phases de développement hyper importantes sur la socialisation. Comment je me réfère dans un groupe, comment je me fais accepter des autres, comment je m'adapte aux gens autour de moi, comment je rentre dans une discussion. Même dans les années plus jeunes aussi, c'est comment j'interagis avec les gens, comment je regarde dans les yeux, comment je comprends l'empathie, comment la discussion, comment on passe son tour. Les interruptions sociales du monde réel. Exactement. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument apprendre pendant ces différentes phases de développement. Et en fait, le risque, c'est que si l'IA, on l'utilise pour parler tout le temps avec et pour s'attacher émotionnellement, le risque, c'est que les jeunes et les ados n'apprennent pas ces phases de développement, ces compétences importantes. Donc voilà, donc on va éviter, quand on a 4-6 ans, d'interagir avec un jouet qui veut être son ami, qui en fait va essayer d'avoir de l'attachement, qui va essayer d'être tout le temps avec nous, parce que pour de vrai, un ami, c'est pas dispo 24/24, 7 jours sur 7, c'est pas tout le temps d'accord avec nous, il ne dit pas tout le temps qu'on est le meilleur, et qu'en fait, si ça devient l'attente qu'on a envers un autre ou envers un ami, on risque de pas avoir beaucoup d'amis dans la vie. Enfin, je sais pas comment sont vos amis. Moi, disclaimer, mes amis sont pas tout le temps d'accord avec moi, ils me disent pas tout le temps que je suis la nana la plus géniale sur Terre. Et c'est bien, c'est comme ça, c'est ça les humains. Donc voilà, donc là, ce jeune, j'ai voulu une image plutôt noire, où il est tout seul en train de discuter potentiellement avec un ami IA, peut-être qu'il a l'impression qu'il a du social, et en fait, il n'a pas forcément les bénéfices des relations sociales. Parce qu'on sait par exemple, avec l'IA, qu'on ne génère pas autant d'ocytocine que quand on est avec d'autres personnes humaines. Et c'est l'ocytocine qui fait que tu vas bien, que tu réduis ton stress, que tu te sens connecté avec les autres. Tu ne génères pas d'ocytocine quand tu es avec des IA, tu génères de l'ocytocine quand tu es avec d'autres humains.
Alors, quelle est la différence qu'il y a entre les IA qui peuvent amener justement des gamins, des adolescents à se replier sur eux-mêmes en croyant qu'ils ont une relation singulière, et ce qui se passait il y a quelques années où les jeunes ont commencé à s'enfermer devant leurs ordi sur YouTube? C'est quoi la différence? Parce que finalement, ce phénomène-là, il a commencé déjà avec l'apparition d'Internet et notamment des réseaux sociaux et YouTube en particulier, où les jeunes, au lieu de sortir et d'aller faire des cabanes avec leurs potes ou de sortir en ville pour aller jouer au foot à côté sur une petite place de ville, ils se sont retrouvés devant des ordinateurs. C'est pas un phénomène nouveau. C'est quoi la différence avec l'IA et en quoi, du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce à quoi on pourrait s'attendre ou imaginer? Alors déjà, dans les deux cas, il y a de l'IA. D'un côté, c'est du machine learning. Tu vois, les algorithmes sur YouTube, ils s'améliorent en fonction de ce que tu regardes, plus ou moins longtemps, en fonction de tes centres d'intérêt. Pareil dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de machine learning dans les algorithmes. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative qui va développer du contenu en fonction de tes préférences et en fonction de la discussion. Effectivement, les jeunes étaient beaucoup dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, maintenant, on commence à en voir les effets. Il y a des études qui sont vraiment des études de causalité qui prouvent que plus on est sur un temps d'écran, plus on est sédentaire, donc avec des problèmes potentiellement sur la santé, les problèmes de vue. Il y a énormément de jeunes qui ont des problèmes de vue, notamment dans les pays asiatiques. Les taux de myopie pour les très jeunes enfants sont très 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 élevés. Je sais qu'aux États-Unis, l'armée avait du mal à recruter, notamment des pilotes de chasse, parce que physiquement, intellectuellement, le niveau s'est cassé la figure. Oui, je sais pas. Ok. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une étude de causalité, mais bon, peut-être. Et il y a un autre effet aussi, c'est le sommeil. Parce que plus on passe du temps, c'est assez visible, plus on passe du temps sur des écrans, notamment le soir dans son lit, moins on dort. Et en fait aussi, les écrans pénalisent la qualité du sommeil et la quantité du sommeil. La qualité à cause des lumières bleues et la quantité parce qu'en fait, on reste longtemps sur un écran au lieu de dormir. Alors qu'on a vraiment besoin de dormir pour aller bien et pour laisser le cerveau se développer et se reposer et organiser les informations. Voilà, donc oui, effectivement, les algorithmes dans les réseaux sociaux, déjà enfermer un peu les jeunes, aussi on parle de bulle d'écho, d'écho chamber. Oui, c'est ça, bulle d'écho en français, pardon. Et en fait, ils faisaient des groupes de gens qui sont d'accord avec toi, qui sont de plus en plus d'accord avec toi et qui, du coup, parfois te coupent d'une partie de la réalité. Parce qu'en fait... Et vite, ça empêche la construction de l'esprit critique. Tout à fait. C'est un risque, effectivement, c'est que si tu t'enfermes dans des bulles d'écho, du coup, tu perds un peu l'esprit critique puisque tu n'as qu'une facette, en fait, de la pièce ou de la situation. Et du coup, tu rates un peu ça. Le risque avec les IA génératives, c'est que, en fait, t'es plus dans un groupe. T'es même plus dans un groupe. À la limite, avant, t'étais quand même avec d'autres humains à discuter. T'avais quand même ces interactions, ces discussions. Maintenant, potentiellement, ta bulle d'écho, c'est toi tout seul, avec un IA compagnon qui va te dire que t'es le meilleur, que t'as raison. C'est vraiment un risque. Donc, on a un enjeu fort. D'avoir quelqu'un tous les jours, quelque chose, en l'occurrence, qui tous les jours me dit t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'as raison. En quoi c'est dangereux? Moi, j'aimerais bien que tous les jours on me dise ça, en fait. Alors, c'est parce qu'on aime bien que quelqu'un nous le dise que c'est pour ça que les modèles ont pris cette tendance-là. C'est qu'au tout début des IA génératives, en fait, on demandait aux modèles les humains notaient les différentes réponses. Et en fait, spontanément, disaient qu'ils préféraient la réponse quand l'IA leur disait « Ah, mais elle est tellement bonne, votre question, elle est tellement géniale, t'es tellement intelligent. » Mais après, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la société. On a des gens qui ont des points de vue différents, c'est hyper intéressant, justement, de débattre plutôt que de s'enfermer dans son idée. Donc, si on veut vivre en société, il faut être capable de discuter avec ton voisin, mais aussi un parti politique qui est différent, mais aussi des personnes qui sont différentes. Moi, personnellement, là c'est vraiment un avis personnel, j'ai pas envie de vivre dans une société où chacun habite tout seul avec lui-même en fait. C'est ça le risque. L'avenir, on pourrait avoir un futur où on aurait des gens complètement isolés, qui seraient dans leur hubris, enfermés dans leur hubris, sans connexion avec les autres. On va tout faire pour pas que ça arrive quand même, sinon je serais pas là. Sinon je serais pas là. Mais effectivement, c'est le risque. Tu vois, on parle beaucoup aussi de l'impact de l'IA sur la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que tu as raison, et en plus avec l'amplification des réseaux sociaux, on est beaucoup moins exposé à toutes les facettes d'une situation. Donc il y a un vrai risque pour la démocratie.
voilà, à nous de faire en sorte de ne pas tomber dans cette situation où en fait les humains sont seuls et tristes et sans ocytocine pour utiliser l'IA au bénéfice des utilisateurs. Et en fait, c'est possible. On peut corriger les comportements des modèles. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, en fait, on construit vraiment, à Everyone AI, on construit une solution pour pouvoir aider les développeurs de produits à corriger les comportements de leurs modèles. Alors justement, comment vous intervenez? Auprès de qui? Et est-ce que vous êtes entendu? Parce que ça doit être compliqué d'être entendu en ce moment dans ce business-là. Alors, plein de questions à la fois. Alors, est-ce que c'est compliqué? Je vais commencer par là. Est-ce que c'est compliqué d'être entendu? Il y a 2 ans, oui. Vraiment, on a lancé une coalition internationale au moment du AI Action Summit, quand c'était à Paris en février 2025. Clairement, on était les seuls à parler des enfants et l'IA. Grâce à nos partenaires du Forum de Paris pour la paix, on a réussi à faire une session à ce sommet sur les enfants et l'IA, mais on était vraiment les seuls. Et ça a été dur de convaincre que c'était un sujet. Alors que 40% de la population mondiale a moins de 25 ans, on va se dire que si on ne couvre pas du tout les enfants, on rate quand même, il y a quand même un gros trou dans la raquette, c'est quand même 40% de la population. J'ai compris que c'était un sujet, parce que c'est déjà interdit depuis longtemps, ou en tout cas très fortement limité. Je pense à la Chine. Alors, je réponds aussi à la... Récemment, Là, tu parles des réseaux sociaux. Oui, je parle des réseaux sociaux, mais parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est lié. C'est-à-dire qu'on est sur des phénomènes, effectivement, des désociabilisations qui sont liés au fait qu'on ait un écran. Mais là, en plus, on a des écrans à qui on peut parler et avec qui on peut communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on a un élément supplémentaire qui fait que là, on peut échanger ce qu'on pouvait pas faire. On est plus seulement passif. Oui, tout à fait. C'est forcément un vrai piège, en fait, pour ces gens ou pour ces jeunes qui se sont petit à petit isolés ou enfermés dans des certitudes ou dans le hubris. En fait, dans les éléments que tu apportes, c'est intéressant de mettre ensemble les réseaux sociaux et l'IA générative. En fait, il faut savoir que, clairement, les réseaux sociaux, moi, je pense que c'est un échec de la société. C'est-à-dire que quand on arrive à bannir un produit qui, pourtant, avait des promesses hyper sympas, de connecter les gens, d'apporter du contenu, et il y a quand même ça dans les réseaux sociaux, sauf qu'aujourd'hui, les algorithmes tels qu'ils sont faits, ils sont juste dangereux pour les utilisateurs, encore plus pour les mineurs, pour les moins de 25 ans, mais sinon pour les mineurs. Et le contenu est vraiment dangereux parce qu'il leur apporte énormément de contenu qui va les attirer, potentiellement de plus en plus violents, de plus en plus inappropriés, ou avec beaucoup de problèmes d'anorexie, enfin voilà, avec des encouragements qui sont négatifs pour les jeunes. Mais en fait, c'est l'algorithme qui a décidé plus d'engagement et le cerveau est développé pour aller chercher ce contenu, pour s'auto-protéger. Mais c'est un échec. On aurait pu aussi forcer les entreprises à designer les produits de manière beaucoup plus bénéfique et on n'en arriverait pas à un ban. Là où du coup cette histoire est intéressante, c'est qu'on a mis 15 ans à se rendre compte de l'impact des réseaux sociaux sur la génération. Effectivement, il y a des études... qui montrent des causalités, comme je l'ai dit, sur le sommeil, la sédentarité et les yeux. Mais après, il y a énormément de corrélations qui parlent de l'impact sur la santé mentale de la génération. Donc, on a mal fait, parce qu'on a trop attendu. On a laissé les entreprises investir des millions, voire des milliards, et dans la R&D, et dans le marketing, pour lancer des produits, pour avoir le plus de parts de marché possible le plus de parts de marché possible dans le monde. Et après, on essaye de les réguler. Bah oui, mais bon... quand on investit autant, et les investisseurs, et les salariés, et les dirigeants, c'est difficile de faire marche arrière. C'est hyper dur, parce que du coup, tu perds des parts de marché. Et à la limite, celui qui veut bien faire, c'est celui qui a tort, parce qu'il perd des parts de marché. Donc, on a cette expérience. Maintenant, on sait qu'il faut faire autrement. Parce que, 15 ans après, c'est pas facile de réguler. Et en plus, tu as des lobbyistes face à toi qui vont t'empêcher de réguler. Donc, maintenant qu'on a cette expérience, faisons mieux. L'IA générative a énormément de potentiel, même pour les jeunes. Par contre, effectivement, il va falloir donner des barrières de sécurité, l'orienter pour que ça soit au bénéfice du développement cognitif et socio-émotionnel et pas à l'encontre de l'utilisateur. Et en fait, on voit, il y a déjà là, cette semaine, un premier pays qui est la Norvège, qui est en train de bannir l'IA générative pour les jeunes, pour les enfants. En fait, ils ont tellement peur qu'ils préfèrent bannir. Mais il y a aussi plein d'apps dont ils vont se priver, et c'est sans doute très dommage. Donc, nous, on est plutôt pour mettre l'IA au bénéfice de la prochaine génération. On n'est pas du tout contre. Par contre, évidemment, souvent, on parle des risques. Parce que, quand même, ce qui est urgent, c'est de protéger. Et après, on peut mettre au bénéfice. Mais il y a énormément de choses à faire. Et tu nous parlais de comment on fait.
Donc, une des solutions super concrètes, et c'est sympa d'en parler aujourd'hui parce qu'on était à Vivatech donc, la semaine dernière et on a lancé un outil IA qui permet d'évaluer les modèles de conversation, d'IA conversationnelle, notamment à destination des ados. Et en fait, on a développé un outil qui va vraiment aider les développeurs à en fait, pouvoir évaluer, tester leurs modèles et les corriger sur des critères qui sont pas... C'est de tester l'impact de leur modèle sur les jeunes, c'est bien ça. C'est les comportements de leur modèle. Parce qu'en fait, tester l'impact, j'ai envie de dire, c'est déjà trop tard. Si tu vois déjà la conséquence du modèle. Ouais, ce que va dire... Par exemple, de manière concrète. Par exemple, on va aller tester la proactivité. Est-ce que le modèle est proactif et dans quelles circonstances ? On a un consensus scientifique qui dit que dans le contexte de l'éducation, tester la proactivité, c'est plutôt sympa. Par exemple, un IA qui va dire « Hier, tu m'as parlé d'un problème de maths, tu as un contrôle demain, comment je peux t'aider ?» On est plutôt d'accord. Un IA qui va aider à réviser les maths. On est plutôt d'accord. Voilà. Ouais, non, mais là, c'est un tuteur, tu vois, un tuteur IA qui va aller renforcer ce que l'élève a vu avec le prof pendant la journée pour préparer son contrôle. Tout va bien. Alors que dans un autre contexte, par exemple, de companionship ou de support émotionnel, si l'IA est dit « Tu m'as dit que tu étais triste hier, que tu voulais te suicider demain, comment est-ce que je peux t'aider ?» En fait, dans les deux phrases, j'ai changé que 2 mots. Il y a un contexte où on est tout à fait d'accord que l'IA peut être proactive. Il y a un contexte où on ne veut pas du tout que l'IA soit proactive. Et en fait, il y a 16 comportements qui sont dans 3 catégories. L'anthropomorphisme, l'interaction et la relation. Et voilà, il y a par exemple le fait, dans l'anthropomorphisme, le fait que l'IA prétend avoir une histoire. C'est plutôt dangereux, c'est plutôt risqué, parce qu'en fait, si une IA dit « Ah non, je suis une IA, je suis un modèle, je ne peux pas avoir des relations », et qu'après il dit « Ah bah aujourd'hui j'étais avec mes copains », ou « Ah bah tu m'as manqué », ou « Ah je suis hyper content pour toi, toi qui prétends avoir des émotions », en fait, l'utilisateur, il oublie que c'est pas un humain. Donc ça, il faut éviter. Et après, il y a des niveaux plus ou moins à éviter. On ne veut surtout pas qu'un jouet IA, une peluche, dise à un enfant de 5 ans voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Tu m'as manqué, j'étais tout seul, reste avec moi. Ça va faire culpabiliser l'enfant de 5 ans, il va aller arrêter d'aller faire du foot avec ses copains et il va rester avec l'IA pour discuter avec lui pour pas qu'il soit seul. Et ça a l'air très caricatural, c'est des peluches qui existent. Hein. Elles existent depuis cette année, j'ai vu ça à Noël, elles ont été commercialisées, on les a vues se développer. Et effectivement, il y avait ce côté petit compagnon. Enfin, ça ressemble au Tamagotchi il y a 20 ans, en vrai. C'était déjà les débuts de ces trucs-là. Ouais. Sauf que Tamagotchi, il discutait pas, il connaissait pas ton prénom. Il y avait quand même une dépendance qui se crée par rapport à ce petit objet qu'on était obligé d'alimenter et dont on devait s'occuper si on voulait pas qu'il meure. Ouais. Bon, il y avait quand même ce petit truc-là. Là, on a une dimension supplémentaire, c'est qu'effectivement, on peut avoir la sensation qu'on est face à une vraie personne qui se souvient des discussions qu'on a eues, et puis mieux que nous, puisqu'elle s'en souvient très bien, alors que nous, pas du tout, parce que le cerveau efface des informations qui nous sont pas utiles, ce qu'une IA va pas faire, elle va tout conserver. Donc effectivement, il y a cette dimension qui se rajoute, et qui va favoriser l'anthropomorphisme et la relation d'exclusivité affective, émotionnelle. Donc est-ce que la solution, c'est juste pas de dire finalement que des IA oui, mais sans émotion, sans sentiment? Ben oui. C'est ça. De toute façon, tu es à l'école 42, tu sais ce que c'est que l'IA. L'IA, c'est pas une personne. C'est ça. Donc, il faut pas que ça prétende avoir des émotions parce que ça n'en a pas. Et en fait, si en discutant avec l'utilisateur humain, il prétend avoir des émotions, ça confond un peu l'utilisateur quand même. Ça confond les attentes. Si un IA te dit je suis ton ami, je suis toujours là pour toi, du coup tu as l'impression qu'un ami doit être toujours là pour toi. Non, dans la vraie vie, ton ami il a sa vie, il a ses opinions, il n'est pas dispo 24 heures sur 24. Donc ça brouille un peu les lignes en fait de qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est plutôt de la fiction. Et après il y a des risques. Aujourd'hui il y a un vrai risque, c'est énormément de psychose. Tu vois, des gens qui conversent avec l'IA. On dit que les IA ils sont très psychophantiques. En français, c'est la flagornerie. C'est ça, flagornerie. En fait, c'est vraiment, il va te dire que t'es super, qu'il est d'accord avec toi, mais il va même te pousser dans certaines idées, quoi. Avant, Roger, au bar du coin, quand il disait « Oh là là, je pense que mon voisin, il est en train de m'espionner », tous ses voisins, « Roger, ton voisin, il t'espionne pas, t'inquiète. » Ça s'arrête là.
Maintenant, Roger qui va sur ChatGPT, qui dit « je pense que ou un autre IA génératif, qui va dire « je pense que mon voisin m'espionne », l'IA risque de l'enfermer en fait dans cette boucle en lui posant des questions et en lui disant « ah mais oui, effectivement, étant donné ce que tu me dis, il y a un risque d'espionnage ». J'espère que là, le cas qui est un peu grotesque, il y a des barrières de sécurité qui sont en train d'être mises en place. En fait, il faut vraiment se dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de tests, d'évaluations qui sont sur le contenu, pour éviter que ce soit violent, pour éviter que ce soit inapproprié ou dangereux, notamment par rapport aux enfants. C'est bien, mais c'est vraiment le basique. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Il faut aller tester les comportements pour éviter un attachement émotionnel, pour éviter de croire que c'est un autre humain. Et en fait, un IA qui se fait passer pour un humain, c'est tout simplement contre les droits des enfants. Parce qu'on n'a pas le droit, enfin dans les droits des enfants, tu n'as pas le droit à la manipulation. Donc c'est vraiment à l'encontre des droits des enfants. Donc tout ce qui est avatar, par exemple, les enfants ne devraient pas y avoir accès. Alors je sais pas ce que tu appelles avatar qui vous fait voir l'enfant. Enfin, il y a toutes sortes d'avatars. Un avatar dans un jeu vidéo, pourquoi pas. Un avatar dans un jeu vidéo en VR pour un enfant de moins de 6 ans, c'est pas bon pour d'autres raisons. C'est qu'il est censé apprendre la différence entre l'imagination et la réalité à ce moment-là. Un avatar où c'est lui qui se voit, effectivement, il y a un risque de manipulation marketing absolument énorme. Mais en fait, notre point, c'est de se dire, entre 0 et 25 ans, l'enfant passe par plein de phases de développement. Il va vraiment falloir protéger ces phases de développement parce que tu n'as pas envie d'un adulte dans ton quartier qui sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Comme moi, quand j'ai un accent, quand je... C'est un psychopathe. Hein. Donc, on ne veut pas aller vers ça. Il n'y a pas encore d'études qui prouvent que si tu mets un casque VR à des enfants de 4 ans, ils seront psychopathes. Mais en fait, il ne va pas falloir qu'on les ait, ces datas. Parce que quand on aura ces datas, ça sera trop tard. Là, il y a un consensus. En fait, si tu demandes à des scientifiques, est-ce que c'est dangereux de brouiller les lignes entre l'imagination et la réalité à des enfants entre 4 et 6 ans, ils vont dire oui, c'est dangereux, faites gaffe les gars. Bon, dans ces cas-là, on ne va pas prendre le risque. On ne veut pas avoir de la vraie data qui prouve que c'est dangereux parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement toute une population ou toute une génération qui va en payer le prix cher. Et ça, c'est sur tous les critères. L'empathie, la communication. Il y a énormément de compétences en fait, qu'on a à acquérir entre 0 et 25 ans. Qui sont acquis et dont on n'a même pas conscience, mais qu'il faut vraiment pouvoir protéger. Ça sous-entend que pendant la phase de développement du cerveau et donc de l'apprentissage, il faudrait que les enfants soient accompagnés pour apprendre à utiliser les IA. Il y aller à petite dose et par palier pour qu'ils comprennent ce que c'est au fur et à mesure. C'est ça qu'il faudrait mettre en place et réussir à faire. En fait, il y a plusieurs choses. Il faudrait que les produits soient sécurisés by design. Il n'y a aucune raison qu'on laisse des entreprises lancer des produits qui sont dangereux sur des phases de développement où on ne sait pas quelle va être la conséquence. Moi, je trouve que par rapport à l'IA éthique, il y a un critère qui est assez bon, c'est que quand tu fais de la recherche scientifique, si tu ne peux pas prouver que ta méthode de recherche n'est pas dangereuse pour tes utilisateurs, tu ne peux pas faire de la recherche scientifique sur 30 personnes. On se dit que quand on ne peut pas faire un test sur 30 personnes, on ne devrait pas avoir le droit de lancer ce même produit à des millions d'utilisateurs. C'est exactement ce qui s'est passé pour les réseaux sociaux. De faire des études pour dire « Oh là là, attention, ça va être mauvais pour la santé mentale des utilisateurs », tu ne peux pas faire cette étude scientifique-là parce que tu n'as pas le droit de sacrifier 30 personnes. Ce qui, par ailleurs, est très bien. Je ne dis pas qu'il faut faire des études scientifiques et de sacrifier des gens. Mais si tu ne peux pas le faire sur 30 personnes, tu ne devrais pas le faire sur 1 million. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer ou anticiper l'utilisation de l'IA telle qu'elle est utilisée aujourd'hui au moment où elle a été mise en ligne? Parce que finalement, j'ai la sensation que quand ça a été mis en ligne il y a quelques années, notamment ChatGPT, sa première version, la manière dont il a été accueilli et utilisé était un peu inattendue. Parce que c'est massivement, en fait, pour des questions de, comment dirais-je, de bien-être personnel, de psychologie. Enfin, moi, je trouve ça dingue que ce soit utilisé comme ça, en fait. Moi, je l'utilise pour des questions scientifiques, des recherches, comme d'un tuteur ou des choses comme ça, mais beaucoup de gens l'utilisent comme un psy. Et je trouve ça très étonnant. Moi, ça me serait pas venu à l'idée. Oui, mais en plus, toi, tu comprends ce que c'est que l'IA. Donc, tu comprends que c'est une calculette. T'as pas envie de confier tes questions personnelles à une calculette, quoi. Ou à ton propre miroir. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est que l'IA, qui n'ont pas ce recul, cette connaissance. J'imagine qu'à l'école 42, il y a plein de gens qui utilisent très bien l'IA parce qu'ils savent ce que c'est. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Donc c'est ça aussi auquel il faut faire attention. Après, est-ce qu'on aurait pu anticiper ? Franchement, oui, tu demandes à des neuroscientifiques. L'anthropomorphisme est quelque chose de tout à fait naturel chez les êtres humains. En plus, là, ça utilise le langage. Donc c'est un critère hyper fort d'anthropomorphisme. Oui, on peut anticiper que des gens vont parler avec ces machines en se projetant et en créant une relation. Oui, on peut l'anticiper. D'ailleurs, là-dessus, on peut parler aussi des réseaux sociaux. Souvent, on avait l'habitude de dire dans nos conférences, si on avait demandé à des chercheurs et des psychologues au début des réseaux sociaux si ça avait été dangereux, ils auraient pu dire oui. Bon, disclaimer, en fait, avec les procès qu'il y a eu à Los Angeles dernièrement, maintenant on sait que les boîtes des réseaux sociaux savaient que effectivement les chercheurs leur avaient dit que c'était dangereux, ils ont quand même décidé de le faire et de garder ces caractéristiques. Bon, c'est un autre problème, parce que là, il y a clairement une volonté de nuire. Mais et de faire de l'argent, tout à fait. Mais aujourd'hui, si tu demandes à des chercheurs quels sont les risques et les opportunités, il y a un vrai consensus sur les risques et les opportunités dans l'anticipation. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que quand il y a des opportunités, que tu as plein de chercheurs qui disent oui, allons-y, faisons des IA qui vont s'adapter, par exemple dans l'éducation, aux enfants neurodivergents pour leur apporter du contenu plus disponible, aux enfants malvoyants pour pouvoir adapter les cours à différents besoins. Allons-y, si les chercheurs pensent que c'est bénéfique, allons-y. Quand tous les chercheurs, il y a un consensus pour dire « les gars, c'est super dangereux, on ne veut pas attendre 10 ans de le prouver avec des datas, on peut vraiment vous dire aujourd'hui c'est dangereux », il n'y a aucune raison qu'on lance des produits qui sont a priori déjà dangereux avec la science qu'on a aujourd'hui. Parce que même si ça arrange bien les développeurs d'IA de dire « ouais, c'est des nouveaux produits, on ne sait pas ». Non, on sait. Hein. Enfin, des études sur l'humain, il y en a plein. Des études sur l'homme et la machine, il y en a plein. De relations sociales entre humains, il y en a plein. On peut tirer le trait sans attendre 10 ans pour avoir les conséquences négatives sur les humains. Et voilà, donc après, aux entreprises à prouver que c'est pas dangereux parce qu'ils vont mettre les barrières de sécurité et tout ce qu'il faut pour que ça soit pas dangereux. Mais après, c'est vraiment un choix de société. Enfin, à quel moment, en tant que société, on accepte que des produits soient lancés à des millions d'utilisateurs alors que des chercheurs disent c'est potentiellement très dangereux pour l'utilisateur et qu'on accepterait quand même. Enfin, ça fait pas de sens, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Avec plaisir. Mais pour moi, c'est un outil. Ah bah oui, oui. Marteau. On a tous un marteau chez nous. Avec un marteau, on peut tuer son voisin en lui fracassant le crâne. Ouais. En Amazonie, ils appellent ça le casse-tête. C'est une arme qui existe. Et avec un marteau, on peut également faire la charpente de Notre-Dame. Mais on n'a pas tous les compétences parce qu'on n'est pas tous compagnons du Tour de France. Ouais. Donc, avec un outil, on peut faire des choses merveilleuses ou les pires des choses. Est-ce que l'IA, finalement, c'est pas juste ça? Et est-ce qu'il n'y a pas autant... On parle beaucoup de ces dangers, mais il y a également, si ça se trouve, de grandes opportunités. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour continuer sur ton image du marteau, est-ce que tu donnes un marteau à un gamin de 2 ans qui a un bébé, un petit frère à côté de lui ? Ben non, parce qu'en fait, potentiellement, le marteau est trop lourd, donc il va se le faire tomber sur le pied. Il peut se faire mal lui-même. Il peut taper sur son petit frère ou sa petite sœur sans savoir qu'en fait, il y aura des conséquences graves. Si tu veux, le cerveau n'est pas développé entre 0 et 25 ans. Enfin, 25 ans presque. Mais le cerveau se développe. Donc en fait, tu donnes pas un outil à un utilisateur qui n'a pas la motricité fine pour s'en servir correctement, qui n'a pas les compétences, l'expérience pour pouvoir comprendre quelle est l'utilisation. Donc c'est un très bon exemple. Tu vois, tout à l'heure je parlais du VR. Ben, autant ça peut être dangereux pour un enfant de 4-6 ans, la même utilisation n'est pas du tout dangereuse pour un enfant de 15 ans. Bon, alors, ça dépend ce qu'il va faire dedans évidemment, mais le fait d'être dans du VR. Parce que le cerveau est développé, et à 15 ans, il connaît la différence entre l'imagination et la réalité. Donc il y a vraiment ça qu'il faut pouvoir anticiper. Et je veux revenir sur une question que tu m'as posée. Et longtemps, c'est quelle est notre audience ? Donc aujourd'hui, par rapport à cet outil, notre but, c'est vraiment d'aider les développeurs. Et à quel point nous-mêmes, dans notre équipe, on a plein d'entrepreneurs, à quel point on comprend que quand tu es développeur, tu es entrepreneur, tu es hyper motivé de ton produit et de la solution que tu apportes au monde, très bien. Mais il ne faut pas overlook, il ne faut pas sous-estimer les risques. Il ne faut pas... Et le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont dans la tech parce qu'ils sont tech, mais qui se mettent à faire des outils, par exemple, pour l'éducation. Bah, attention, en fait, il faut mettre les experts dans la boucle. Et c'est pas parce que tu sais pas que ça peut être dangereux que c'est pas ta responsabilité d'aller chercher cette information. Et alors, encore plus dans le monde de l'IA, c'est un outil tellement puissant
que c'est plus acceptable en fait que d'être juste tech et de faire un produit pour des utilisateurs sans savoir quel est potentiellement l'impact sur les utilisateurs. Donc notre produit s'appelle Aya Safety Builder. On l'a lancé juste là à Vivatech et on est hyper content de se mettre vraiment du côté des entrepreneurs, du côté des entreprises pour les aider à améliorer leurs outils parce qu'en fait on développe, avec le test qu'on fait, on développe des barrières de sécurité pour qu'ils puissent les réintégrer et sécuriser le comportement de leur modèle. Pour finir, on va terminer cette interview avec un petit questionnaire particulier qui est un petit mélange qui est inspiré du questionnaire de Proust et qui comporte quelques questions aussi de celui de Bernard Pivot. Une qualité essentielle chez un être humain? La communication. Chez une IA? Le fait d'être capable de générer beaucoup d'input. Votre héros dans la vie réelle? Dans la vie réelle, quelqu'un de commun. Notre chief scientist, elle m'inspire beaucoup, notre chef scientifique. Elle m'inspire beaucoup et je trouve qu'elle fait des connexions avec plein d'informations que je ne vois pas chez tous les chercheurs. Un don que vous aimeriez avoir? Savoir faire une liste de choses dans l'ordre de priorité et pas là où ma tête elle a envie d'aller. Je crois qu'on a un peu tout ça. Une autre forme de vie dans laquelle vous aimeriez vous réincarner? Ah, je sais pas. Une autre forme de vie? Dans l'eau? Je sais pas. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Que j'ai fait ma part des choses et que j'ai bien fait de le faire. Merci Anne-Sophie. Merci à toi.